Bienvenue dans Citizen Vox, le podcast dédié à la sobriété foncière et à la valorisation des ressources locales. Avec le ZAN, ce désormais célèbre zéro artificialisation nette, la loi climat et résilience pose un nouveau référentiel pour la fabrique des villes, celui de la sobriété. Le défi est immense car les impacts du ZAN sont multiples. Je vous propose une rencontre passionnante avec un acteur de la ville, élu, architecte, urbaniste, promoteur, investisseur, citoyen même, pour réfléchir ensemble aux différentes manières de penser, mais surtout de bâtir des villes résilientes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Citizen Vox a le plaisir de recevoir Sébastien de Hulster, président de la foncière de Vatou et cofondateur de la foncière solidaire Belleville. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors je suis ravie d'échanger avec vous parce que ça va nous permettre de comprendre ce que c'est qu'une foncière. Et c'est important parce que dans le contexte actuel où on doit préserver les sols, le foncier devient un enjeu fort, voire prioritaire, de la fabrique de la ville. Donc les foncières sont des opérateurs de plus en plus incontournables et on va essayer de voir quel rôle elles jouent, quel rôle elles pourront jouer à l'avenir. Est-ce qu'elles ne vont pas finir par se substituer par d'autres opérateurs comme les promoteurs, etc. On va voir ce qu'il en est avec vous. Mais d'abord, je vous propose de nous dire quelques mots sur votre parcours, peut-être pour commencer. Ça marche. Donc j'ai 42 ans, je suis marié, 3 enfants. J'ai commencé l'immobilier il y a une petite vingtaine d'années maintenant, c'était en 2004, début 2004, donc je me rapproche. Et en reprenant la société familiale que mon père avait créée, qui faisait des réhabilitations en loi Malraux, c'était son activité numéro 1, et sur des grandes villes type Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Paris aussi, et petit à petit aussi sur des villes plus petites, qui nous a amené aussi à travailler sur des territoires en villes de taille moyenne. Qui sont aujourd'hui les villes Action Cœur de Ville, généralement, qui sont ce label-là. Qu'on a pris la société avec mon frère, on a continué cette activité pendant 3 ans, donc de Vatou a fait environ 200-250 opérations de réhabilitation. Et on a basculé assez rapidement finalement sur plutôt un modèle justement de foncière et d'opérateur commerce, donc c'est pas forcément de la détention. On essaie de monter sur la détention long terme, mais avec une notion de revitalisation des commerces, et qui peut aussi forcément, dans le cadre d'une opération, faire de la revente, et sur ces territoires qui sont plutôt territoires à ville moyenne, délaissés par les investisseurs. D'accord. Donc la foncière a été créée en 1980. 1980, exactement. Donc j'imagine qu'il y a eu plusieurs séquences d'évolution. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus précisément là-dessus? Parce que vous avez parlé donc de passer d'une foncière à plutôt commercialisation, enfin en tout cas. Oui. Est-ce que vous pouvez repréciser ça? La première étape, c'était conseil en réhabilitation pour des opérations de loi Malraux. Donc c'est-à-dire que mon père se mettait entre la personne qui achetait l'immeuble et les particuliers qui avaient un but de défiscalisation. Il y avait besoin de quelqu'un pour les agréger, faire le lien et faire le montage aussi financier, fiscal, surveiller les travaux pour compte de tiers. Donc il a fait ça de 80 à 90. En gros, c'est un des premiers acteurs à utiliser la loi Malraux, même si elle est bien plus ancienne que ça. Parce que justement, c'était compliqué d'avoir des investisseurs qui avaient la défiscalisation, mais qui pouvaient acheter un appartement. Sur une réhabilitation, vous avez 20 appartements. Comment vous faites un tout seul pour finalement réunir 20 personnes avec des acteurs qui avaient besoin de moyens, qui étaient plutôt gros. Et donc lui, il a pris ce rôle-là. Petit à petit, il a pu faire l'opération en achetant aussi le foncier et puis en organisant les travaux pour que la défiscalisation soit possible. Donc, il y a beaucoup de conditions Malraux pour que ça fonctionne. Donc il y a une évolution vers un statut plutôt de foncière en fait. Alors là, c'est vraiment achat d'un immeuble ancien. Vous trouvez les gens qui ont un intérêt fiscal à le faire sous la loi Malraux. Et vous organisez avec les prestataires pour faire les Malraux et que les gens même qui fassent ces travaux-là et qui en ont la défisc ont aussi une notion d'initiative. Et donc voilà, bien montrer cette possibilité-là. Et donc du coup, c'est de l'achat-revente, sauf que il y a un moment pour solidifier aussi le modèle d'achat-revente et se sécuriser, avoir des financements, etc. Il y a besoin de détenir et de montrer aux banques qu'on est en capacité de gérer de l'immobilier. Et donc il a commencé à garder par exemple quelques commerces en pied d'immeuble qui n'étaient pas éligibles Malraux, de faire des opérations un peu plus importantes, même de réhabilitation de logements, mais qui n'étaient pas en secteur sauvegardé. Et donc voilà, détenir de l'immobilier sur un
temps plus long, avec toujours quand même une notion de création de valeur. Création de valeur, ce qui induit à un moment aussi une revente. Certaines choses, on les a depuis très longtemps, mais finalement c'est très à la marge. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette notion d'aller sur de l'immobilier, où peu d'investisseurs vont, où il y a besoin d'un travail un peu de dentelle et de finesse, d'être présent sur le territoire, de réussir sa programmation et de générer de la valeur dessus. Après, c'est là où on parlera de Belleville derrière, qui est l'étape d'après, où la grosse différence entre Devatou et Belleville, même si je réunis aujourd'hui pas mal dans mes intentions les deux, c'est que Belleville lutte contre la spéculation immobilière, ce qui n'était pas au contraire une donnée de Devatou, et qui me questionne beaucoup en ce moment. Donc Devatou fait ça, mon père fait ça jusqu'en 2004, moi je rejoins la société début 2004, mon frère était là depuis 99. Des opérations de marchand de biens classiques aussi, achat-revente, achat, travaux, revente. Et en fait, mon père a un accident de scooter fin 2004, donc il est décédé à ce moment-là. Et on reprend la société avec mon frère, on continue sur le modèle paternel, la boîte fonctionnait comme ça, on continue comme ça, tête dans le guidon. Et en fait, au bout de 3, 4, 5 ans, on se rend compte que la partie réhabilitation est compliquée, prend du temps. À l'époque, j'avais 24 ans. Je donne souvent l'exemple, quand j'allais à Dax, que je devais avoir l'ABF, le maire et le maçon, donc 3 Landais forts de 50, 55 ans qui vont arriver, le Parisien de 27 ans. Il y avait, fallait être bien harnaché, mais on les a sortis, les opérations, mais on s'est dit finalement, notre savoir-faire, et moi j'ai fait 2 ans chez Carrefour aussi, en magasin, un peu à la com et en magasin. Et donc j'ai cette appétence commerce, notre mère est commerçante en plus. Et avec mon frère, on s'est dit finalement, est-ce qu'on fait pas plutôt du commerce, où dans ces villes-là, on se rendait compte déjà qu'il y avait une dévitalisation qui se faisait petit à petit. Et finalement, nous on trouvait qu'il n'y avait pas plus de risques dans ces villes que dans les grandes villes, mais les rendements étaient meilleurs. Et si on passait du temps sur place, finalement on trouvait des solutions, on arrivait à relouer. Et quand on relouait, on créait de la valeur. D'accord, c'est pour ça, donc c'est par opportunité et par contexte que vous passez à une activité plutôt de commerce, alors que c'était quand même quasi que du logement. Le logement à distance, plus compliqué à gérer, ça prend plus de temps. Le commerce, théoriquement, quand vous prenez les gros acteurs institutionnels qui font du commerce, ils achètent, ils mettent ça dans un coin, ils font 4 factures par an pour avoir le loyer, ils y vont même pas, ils parlent pas, etc. Nous, justement, c'est ce qu'on apportait en plus, c'est de rencontrer nos locataires, de les connaître, de connaître un peu le système d'exploitation. Voilà, en étant quand même à la marge sur des choses assez restreintes. Un Belleville, par exemple, est beaucoup plus fort sur le mariage, au partenariat avec un locataire. Avec Devatou, on avait cette aspiration, mais finalement, est-ce que c'est cohérent en termes de modèle économique? Pourquoi est-ce que je vais faire plus et mieux que les autres? Et de temps en temps, en réhabilitation, pourquoi je réhabilite mieux que les autres? Quelque part, je perds de l'argent. Alors, vision long terme, on en gagne, mais j'ai souvent été tiraillé sur ça en me disant j'ai envie de bien faire, mais finalement, est-ce que économiquement, je dois le faire? Donc, je le faisais 3 fois sur 4 bien, puis il y a une fois, je faisais un autre arbitrage. Voilà, comment on fait? Et à l'époque, je disais souvent, qu'est-ce qui marque la réussite d'une opération? C'est si à la fin, alors je disais gagner de l'argent, mais en fait c'est créer de la valeur. C'est créer de la valeur. Et ce qui n'est pas dans mes moteurs et mes valeurs, donc j'ai une petite crise de foi, même sur la manière de faire au début des années 2010, que j'ai changé en créant des partenariats, en faisant plus de choses. Donc on fait une grosse opération de rachat d'un portefeuille de 30 commerces avec énormément de vacants qu'on a réhabilité, on a vendu à des utilisateurs. Donc j'étais dans ma zone de confort, et un jour on m'a présenté le projet des Halles de la Cartoucherie, où il y avait besoin d'un acteur plus immobilier, un peu plus financier, un peu plus traditionnel pour compléter un collectif d'exploitants très fort, engagés dans la transition environnementale et sociale. Et du coup, c'est comme ça que vous avez un peu basculé sur voilà. le projet. On va y revenir. On y revient, on reste sur Devatou, bien sûr. Ça m'intéresse de creuser quand même un peu comment vous travaillez à Devatou. Donc, comment vous êtes passé, on l'a vu, plutôt du logement à se spécialiser plutôt sur du commerce. Et donc, si j'ai bien compris, la stratégie que vous avez développée, en fait, elle n'est pas tellement stabilisée
vous diversifiez les activités, à la fois l'acquisition de foncier, mais aussi de la revente, mais aussi du locatif. En fait, on est... c'est au gré des opportunités et du contexte, j'imagine. Il y a ça, et puis c'est vrai qu'on s'adapte au marché. On est un petit acteur, donc on doit s'adapter aux plus gros. On complète aussi ce qui se passe sur les gros acteurs. On vient occuper la place qu'eux ne prennent pas. La notion vraiment de s'occuper de l'immobilier, elle est importante. Les gros acteurs, c'est qui? Les gros acteurs, on peut peut-être commencer comme ça sur la fabrique de la ville. C'est que vous avez les premiers gros acteurs, ça va être les aménageurs, donc qui vont prendre un terrain, le découper, le confier à un deuxième type de gros acteur qui est le promoteur, qui va construire et qui va revendre juste derrière. Et là, il va revendre soit des utilisateurs, soit des investisseurs. Et les gros acteurs en investissement, c'est des SCPI, donc des sociétés collectives de placement immobilier. Donc derrière les SCPI, vous avez des gens comme vous et moi qui peuvent investir, préparer leur retraite, c'est important. Mais vous avez aussi des fonds, des assurances, des mutuelles, des banques qui mettent leur argent dedans. Et vous avez aussi des investisseurs privés, alors des gros investisseurs privés, family office on appelle ça, qui détiennent énormément d'immobilier sur du long terme. Et puis vous avez des acteurs un peu plus comme nous, petits family office, qui achetons de l'immobilier en investissement, mais comme on fait beaucoup appel à la dette bancaire, pour que le modèle tourne, pour payer sa structure, on est obligé à un moment d'avoir un cycle de revente. Donc c'est là où on travaille sur les deux, et effectivement en fonction du marché, en fonction de ce qu'on a réussi à faire sur l'opération, l'opération de revente, elle peut prendre 2 ans. De temps en temps, je parlais de l'opération de marchand de biens qu'on avait fait, et de temps en temps, la valeur, elle est créée qu'au bout de 7-8 ans. Y compris, la valeur peut être créée uniquement que par le remboursement du crédit grâce au loyer. Et en proportion, en termes de revente et de ce que vous gardez, c'est... Alors au début, on aurait finalement, il y a presque une logique spéculative pour chaque achat, mais avec des durées différentes. Et là-dessus, comme je disais, c'est pas forcément augmenter le prix de l'immobilier pour gagner de l'argent. On peut revendre au même prix, mais comme on a remboursé du crédit, en fait, on va gagner de l'argent. Alors, en chiffre d'affaires, j'en ai aucune idée. C'est là où on est beaucoup sur l'opportunisme et l'adaptabilité quand on vient, mais je pense que c'est quand même finalement, si je me mets sur 10 ans, je pense que en fait sur un horizon 10 ans, on revend quasiment 75% de ce qu'on a acheté, quoi. D'accord, facilement. Sur 10 ans, ouais. Et les 25%, c'est souvent aussi des choses, la valeur a pas été créée, mais là en ce moment sur le rythme qu'on a actuellement, c'est on vend les actifs entre 3 et 5 ans après. La problématique là, c'est que les taux d'intérêt montent, donc les taux de rentabilité sont aussi, forcément c'est pas les mêmes, donc les prix vont baisser, donc là on va être sur un cycle totalement différent. Et on va détenir plus longtemps. C'est ça. Et quand le marché ira mieux, peut-être qu'on revendra. Ouais, mais c'est quand même, après, nous, le gros point fort qu'on a, c'est qu'on a cette capacité quand on achète un immeuble, à dire on le garde longtemps, ou on peut le garder longtemps, ça c'est pas un problème économiquement, on a le modèle, ou au bout de 2 ans, finalement on a créé la valeur, on peut sortir et réinvestir l'argent ailleurs. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu ça la clé, c'est de pouvoir détenir longtemps les actifs. Nous, ce qui est très important, et on a quelque part, c'est là où on se considère, quand on communique en étant comme foncière, et même Belleville communique comme étant une foncière, c'est que le long terme permet de faire beaucoup de choses. Et tout ce qu'on fait, on le fait en se disant, si dans 15 ans je l'ai encore, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait? Et l'investissement que je fais au début, dans 15 ans, je fais en sorte de le retrouver. Aujourd'hui, la fabrique de la ville, finalement, la plupart, on est sur du court terme. Alors, le court terme de l'immobilier, ça dure quand même 3, 4, 5 ans. Oui, mais un promoteur qui construit et revend, il ne revient pas sur son immeuble. C'est ça. Normalement, c'est mieux pour lui. En tout cas, ce qu'il souhaite le plus fort possible, c'est de ne pas revenir sur son immeuble. Le modèle est structuré comme ça. Le modèle est structuré comme ça, et c'est là où il y a vraiment c'était une sorte de combat ou de division en deux du marché, du court terme et du long terme. Et celui qui détient sur le long terme, le gros avantage, c'est que il y a moins besoin de modèle éco de revalorisation, parce que le modèle est différent. Si je revends même, je disais 10 ans après, en 10% moins cher, j'aurais remboursé mon crédit, finalement je gagne quand même de l'argent. Le promoteur, s'il revend 10% moins cher de 3 ans après, il perd de l'argent et sa structure, il l'envoie dans le mur. Mais le long terme, il faut pouvoir faire du long terme, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir la trésorerie. Alors, et c'est là où on est obligé de revendre, c'est qu'on revend pour avoir la trésorerie pour pouvoir se permettre de garder longtemps.
L'avantage du long terme, c'est que on peut prendre des décisions à long terme, elles sont souvent meilleures que les décisions à court terme. Quand on veut réhabiliter un immeuble et qu'on fait attention justement à bien l'isoler, bah, si on revend 2 ans après, on retrouve pas le gain. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je considère qu'un immeuble bien rénové, bien isolé, a plus de valeur qu'une passoire thermique. Et il y a plein d'éléments à ça, les contraintes. En tout cas, il va prendre de la valeur encore plus dans les Aujourd'hui, on a, alors, et déjà. depuis pas longtemps, en tertiaire, les passoires thermiques perdent de la valeur parce qu'il y a un décret qui a été fait avec l'obligation de rénover. Et aujourd'hui, les acteurs, depuis ça date de 2-3 mois alors que la loi a 2-3 ans. Et ça y est, ils ont compris que quand j'achète un immeuble, d'ici 2030, potentiellement, il faut que je le rénove. Donc ça vaut de l'argent, donc mon actif vaut moins cher. Ça, c'est nouveau. Ça va être pareil pour le ZAN. Ça va être pareil pour le ZAN, ça va être pareil pour les logements qui ne peuvent pas être enclavés, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement quels sont les métiers à Devatou, comment vous fonctionnez, quel périmètre, sur quel périmètre vous intervenez? Est-ce que c'est sur toute la France ou pas? Voilà, quel type d'actifs vous gérez? Historiquement, donc, comme je le disais, beaucoup de commerce. On a 80% du patrimoine qui est du commerce, il nous reste 20% de logement. On doit avoir 30 à 40% du patrimoine en valeur qui est en région parisienne. Et après, on travaille partout. On a des actifs... alors, quand on regarde une carte de France et qu'on met des points, on suit beaucoup les frontières, les zones côtières, les axes Paris-Bordeaux et les axes Paris-Lyon. Donc, on rentre malheureusement... ce que je regrette, mais c'est comme ça. La parallèle du vide, la diagonale du vide, on n'y est pas. On est très peu parce qu'elle n'est pas accessible. Et en fait, aujourd'hui, on essaye, même, je revends aussi patrimoine. Un des critères de choix, c'est de dire est-ce que je peux faire l'aller-retour dans la journée, de préférence en train. Donc, si c'est en avion, ça m'embête. Donc, je le fais pas. Donc, tout ce qui a plus de 2 heures de train, finalement, je sais qu'en gestion, c'est plus compliqué parce que je peux difficilement y aller. Et après, en termes de logique, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on a écrit un jour en disant on suit les frontières, etc., etc. Mais en fait, c'est les zones économiques qui sont quand même les plus dynamiques, où on voit le plus de vision long terme. En considérant même si la France un jour a des difficultés, quand vous êtes en frontalier avec la Suisse, vous êtes tiré quand même par la Suisse. Alors ça génère d'autres contraintes. Mais donc c'est comme ça qu'on a construit le modèle et on est sur environ 200 villes en France. Et comme je disais, on est quand même beaucoup sur les villes Action Cœur de Ville. Beaucoup sur des villes touristiques quand même. C'est un des autres critères. Et par contre, très peu... Action Cœur de Ville, ça veut dire que vous êtes sur les opérations Action Cœur de Ville? Non. Très peu. Très peu. Par contre, on est acteur et sur une ville comme Mantes-la-Jolie, donc région parisienne, mais par contre, il y a un programme fort, on travaille beaucoup avec la mairie et on est en train de constituer une foncière avec eux. Donc c'est eux qui sont à l'initiative, on les rejoint, on était propriétaire d'un immeuble dedans, qu'on va à leur côté animer, gérer, investir. Et vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ça c'est les projets que je veux développer aussi pour Devatou, plutôt que d'acheter des locaux diffus à gauche et à droite. C'est de monter ces foncières de territoire. Donc on a celle-là, on en a une autre, on en parlera après, Paris-Saclay. Dans le cadre de la sobriété foncière, je pense que voilà, on peut en parler parce que c'est un débat que j'ai eu interne de est-ce que je fais Paris-Saclay ou pas. Et en fait, aujourd'hui, il y a un mouvement qui a été initié beaucoup quand même par la Caisse des dépôts, de créer des foncières de territoire assez localisées, avec un acteur public, une collectivité, donc ça peut être une région, un département, une ville, une communauté de communes. Paris-Saclay, c'est l'État, c'est l'émanation de l'État. Et la Caisse des dépôts vient à côté et en fait, ils se sont rendus compte que d'avoir un acteur privé qui rentrait aussi, ça apportait une plus-value dans le sens où gérer quand même de l'immobilier. Alors on vient aussi à la première question, que fait Devatou? On gère de l'immobilier. Quand un local est vide, comment on le commercialise, comment on trouve un locataire, quels travaux il faut faire, comment on accompagne un locataire, est-ce que je fais les travaux, je les fais pas, si je les fais, quel modèle économique je mets derrière, je demande au locataire de me le rembourser, sur combien de temps, ou je le mets dans le loyer. Quand le locataire est là, il faut le gérer aussi, c'est pas juste 4 quittances par an, faut passer le voir. Quand ça va pas, qu'est-ce que je fais? Je donnais l'exemple ce matin d'un local dans le 20e où on voit, c'est un bailleur social qu'il a, le local est vide depuis 2 ans. Donc, crise Covid, il n'a pas pu payer son loyer, le bailleur social applique la réglementation, la loi,
le met dehors, depuis 2 ans, ils n'arrivent pas à louer. Donc en fait, ils auraient mieux fait d'annuler la dette et de le garder, et ils auraient gagné du temps et de l'argent. Mais c'est compliqué, donc quel arbitrage on trouve là-dessus? Ça, c'est quelque chose que je vais devoir apprendre à faire, parce que quand je serai avec la mairie ou la Caisse des dépôts, ils me diront sûrement, de base, il ne paye pas son loyer, procédure. Et moi, il faudra que j'analyse, savoir si économiquement et pour le territoire, c'est mieux de faire ça, ou de trouver des solutions différentes, et sachant que si on trouve trop de solutions, où ça commence, où ça s'arrête. Bien sûr. Donc la foncière, elle est à 3 acteurs? Elle a 3 acteurs. Sur Mantes-la-Jolie, on est sur une SEM. Sur Paris-Saclay, on est sur une SAS. Et nous, on rentre en tant que minoritaire. On est minoritaire, on est entre 15 et 20%. La commune est majoritaire? La commune est majoritaire dans le cadre de la SEM. Et alors, sur le cadre de la SEM, ce qui est un modèle plus compliqué à mettre en place, c'est que moi, j'y suis allé, parce que on a nos bureaux à Saint-Germain-en-Laye, bureaux principaux, donc je suis à une demi-heure en voiture, donc je peux y aller facilement, je peux avoir un contact facile, je peux le gérer facilement. On a déjà un immeuble là-bas, donc finalement, entre guillemets, mon droit d'entrée de la foncière, c'est d'amener mon immeuble. Je crois aujourd'hui, j'ai un vrai alignement sur ce qu'ils ont fait, même ils ont acheté déjà 20 commerces. Donc l'objectif, c'est de mettre ces 20 commerces dans la foncière, et je vois le travail qu'ils ont fait. Je me rapproche beaucoup de ce que j'aurais fait, donc je me dis, voilà, ça fonctionne. Et du coup, j'ai pas besoin de prendre beaucoup de capital dedans, parce que je suis déjà raccord avec ce qui se passe. Et j'ai une vision long terme, participer au territoire, à construire mon territoire. Économiquement, le modèle, je vous en parlerai dans 10 ans. Parce que c'est de l'argent qui va être loqué. Là, j'ai la liquidité dans une SEM est compliquée. Quand j'en parle autour de moi, on me dit jamais les SEM, acteur privé, tu rentres pas dans une SEM. Il n'y a pas de liquidité. Comment ça se passe? T'as pas de pouvoir. Le pouvoir politique, ça peut changer aussi. Donc, comment tu vas t'organiser, etc. Mais là, je prends le pari, et ça, là, pour le coup, je rentre dans mes convictions d'aujourd'hui, de dire un investissement, s'il ne sert pas le territoire ou s'il ne sert pas quelque chose, je me fais mettre plein de choses derrière. Donc vous devenez un acteur politique. Quand on a fait la réunion de lancement, la Caisse des dépôts disait, aujourd'hui on a la place presque d'un acteur privé, et je disais, c'est amusant parce que aujourd'hui je veux plus avoir la place d'un acteur public. Si ça apporte pas quelque chose, aujourd'hui j'ai pas envie d'acheter pour juste gagner de l'argent. Là où c'est différent avec un Belleville dont on parlera tout à l'heure, c'est que je suis moins exigeant, et après j'ai mes filtres à moi tout seul. Alors j'ai mon frère aussi qui est dedans, mais il y a moins de gouvernance, qui fait que potentiellement moi j'ai trouvé de l'intérêt à un local, je le trouvais fun. Bêtement, c'est un escape game. Le fait que j'achète, je vais pouvoir, le locataire me plaît bien, je vais pouvoir l'aider à développer son activité parce que je vais mettre les bons modèles, etc. Ça a du sens. Mais finalement, est-ce que ça, plutôt qu'autre chose, c'est mon filtre à moi tout seul? Belleville, c'est beaucoup plus collectif, et on pousse beaucoup plus loin l'intérêt général. Belleville, vous ne pouvez pas faire Paris-Saclay pour la raison d'artificialisation des sols. Alors Paris-Saclay, vous nous en parlez? Paris-Saclay, du coup Paris-Saclay. Alors moi, ils m'ont convaincu en disant que c'est en fait c'est des zones d'aménagement qui vont être faites sur plusieurs villes, sur tout le plateau de Paris-Saclay, donc sur 7 communes différentes, et a priori, ils auraient limité l'artificialisation en disant, on regarde bien les zones dans lesquelles elles vont être faites, dans lesquelles on va construire, et toutes les autres zones sont sacralisées. Donc on sacralise tout le reste des terres urbaines. Des terres agricoles, pardon. Et donc il y a 200 hectares qui sont artificialisés, contre s'ils n'avaient rien fait, les villes séparément auraient plutôt fait 1000 hectares. Bien sûr. Je m'en suis contenté, et en me disant de toute façon le mal est fait, ou va être fait, et comment on peut intervenir là-dedans en donnant du sens à tout ça. Donc là, on est sur la création de villes. C'est des villes des quartiers qui vont sortir de terre. Et là, j'ai la conviction que le commerce est un fort marqueur, ou l'activité des socles de ces immeubles est un fort marqueur de ce que va devenir le quartier. Donc là, vous construisez? Alors on va pas construire, on vient après les promoteurs, mais on programme totalement le type de commerce qu'il va avoir. Et donc sur chaque zone, il y aura 6 ou 7 zones de maintenant jusqu'à 2032. Donc c'est 2-3 000 m² de commerce à chaque fois, une vingtaine de commerces. Et à chaque fois, on dit aux promoteurs, nous, on aura tel type de commerce. Donc adapte le local en fonction de ce qu'on veut. On a besoin d'un local de 60 mètres, on a besoin d'un local de 200 mètres, on a besoin d'un local de 500 mètres. Et du coup, on participe à la construction avec Paris-Saclay, donc l'EPA Paris-Saclay. Donc l'EPA, c'est l'État. Donc c'est un aménageur public, donc étatique. Et eux, donc aussi, vont gérer aussi tous les aménagements publics.
Donc là, il y a un petit échange en disant, moi, par rapport à mon commerce, là, par exemple, je vais avoir besoin d'un espace où je peux mettre une terrasse si c'est un restaurant. Est-ce que potentiellement, j'ai une boulangerie, une pharmacie, on prévoit quand même 3 places de stationnement devant, même si on essaye d'éviter la voiture, mais parce que ça reste malheureusement nécessaire aujourd'hui. Ce sont des programmes mixtes. C'est des programmes mixtes, il y a du bureau, c'est des zones, il y a beaucoup d'éducation, il y a des grosses boîtes. Il y a l'objectif aussi de ramener pas mal de pharma, donc c'est le Paris-Saclay, c'est la French Tech à la française. La Silicon Valley à la française aussi. Et donc, il faut de l'habitation, il y aura un peu de co-living, il y aura plein de choses différentes. Et nous, voilà, qu'est-ce qu'on apporte avec le commerce pour compléter et que les gens trouvent le service avec un nouveau modèle qui est aujourd'hui sur ces quartiers-là, il y a des opérateurs qui achètent, qui laissent les vitrines non posées, carreaux de plâtre OSB pendant 3, 4, 5, 6 ans. Et sans être rentré dans le détail, mais je pense que le modèle qu'ils ont, c'est de dire qu'ils achètent à un certain prix et que 5 ans après, le quartier, une fois qu'il est là, la valeur de l'immobilier a forcément monté quelque part. Si c'est loué, c'est pas grave. Et donc, ce qui veut dire que c'est un modèle qui dépend beaucoup de la spéculation immobilière, ce qui est quelque chose aussi auquel j'essaye de lutter, dans une certaine mesure. Et nous, l'objectif, c'est de louer peut-être moins cher au début, d'accompagner, peut-être de faire un peu de franchise de loyer, d'avoir des vitrines posées, qu'il y ait moins d'aménagement, peut-être de participer aux travaux aussi des locataires, mais du coup de louer tout de suite. Donc je pense que le modèle éco, au final, le TRI sera peut-être le même, mais au moins on loue tout de suite. Moi je déteste le vide, c'est maladif, mais on fait vivre le quartier, les gens qui arrivent, ils ont du service en dessous et tout le monde est gagnant. Et vous travaillez, comment vous sélectionnez entre guillemets, comment vous remplissez vos commerces, etc. Est-ce que vous travaillez avec le local? Alors c'est aussi là où ils sont venus chercher un peu de à tout. Nous sur tous les programmes de commercialisation qu'on a, quand on a un local qui est vide, on travaille avec une agence en local. Aujourd'hui, même ce qu'on ne faisait pas du tout avant, on essaye de voir avec la collectivité s'ils n'ont pas des porteurs de projets identifiés. Et du coup, et souvent, ça rentre sur de l'associatif ou de l'ESS, mais qui reste quand même très minoritaire dans notre modèle actuel. Et on fait aussi travailler un agent immobilier qui travaille avec les enseignes. Alors local, collectivité et enseigne, donc plutôt du national. Et même nous, on a notre réseau d'enseignes. Là on est aujourd'hui, il y a un emplacement.com qui est à côté, on travaille beaucoup avec eux et là c'est les enseignes qui disent je cherche tel type de local et nous on dit bah tiens on l'a, venez voir. Donc c'est comme ça qu'on travaille et avec une priorité par exemple sur Paris-Saclay, c'est quand même de travailler avec le local, l'objectif c'est pas de vider les commerces qui sont déjà présents, plus dans la vallée, mais de pas créer des concurrences déloyales qui fait qu'on va régler un problème d'un côté mais on crée un problème de l'autre. Oui, vous êtes vraiment un acteur qui travaille à partir du projet local, quoi. Aussi beaucoup. Enfin, vous êtes quand même très impliqué dans le projet local. Est-ce que vous êtes un spécimen rare ou est-ce que quand même les acteurs, les foncières, enfin vos pairs ont tendance à travailler de la même manière dans les années qui arrivent? On est assez rare. Je mettrais 3 niveaux d'échelle sur notre métier justement sur le commerce. Et vous avez souvent des acteurs très très locaux, mais qui vont travailler sur presque leur ville uniquement, peut-être leur département et éventuellement leur région. Ils sont très nombreux, c'est les petits privés. Il y en a beaucoup en France et sur les villes de taille moyenne, vous en trouvez 2, 3, 4 qui font le marché un peu. Vous avez des gens comme nous qui allons un peu plus loin, mais on n'est pas si nombreux que ça. Et vous avez les très gros qui vont sur le national, mais du coup qui savent pas faire du local. Oui. Et vous avez une échelle qui permet de faire les deux, quoi. Alors nous on a une échelle qui permet de faire les deux, ouais. Alors dans une certaine mesure, mais on n'est pas capable d'acheter des actifs commerciaux à 50 millions d'euros non plus. Mais c'est pas la volonté, on n'a pas envie. Si on fait des petits centres commerciaux de proximité, c'est une vingtaine de commerces et des valeurs à 3-4 millions qui demandent pareil un peu de présence. Au-dessus de 20 commerces, je considère que c'est du centre commercial qui demande de l'animation. Alors qu'on fait sur les petits, mais j'ai presque besoin dans ce cas-là de mettre un directeur de centre commercial et là on sort de notre modèle. Faut pas travailler avec des magasins de fringues. Nous, on en a très peu finalement, parce que c'est pas des modèles qu'on apprécie. Finalement, on est plus en danger avec eux. On croyait que le petit commerçant, c'était plus dangereux. Quand on avait Camailleux et Everton, on était très contents. Aujourd'hui, on est très contents avec nos petits commerçants de proximité. C'est beaucoup plus viable. C'est pas votre modèle, c'est-à-dire l'enseigne de fringues qui paye 400 € le mètre carré en emplacement numéro 1 à Châtellerault.
ou à Lens, en fait... C'est pas ce que vous voulez faire, en tout cas. C'est pas ce que je veux faire, et puis c'est pas viable, en fait. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas viable, et que c'est le marché, comme Camaïeu, Pimki, il y en a un paquet là qui sont cassés la figure ces dernières années. Et encore une fois, ces actifs-là sont très chers parce qu'on les a sans risque, c'est des grosses boîtes avec des fonds de pension derrière. Et le problème, c'est que quand c'est vide, et en votre 400 €, il n'y a que ces gens-là qui étaient capables de les payer à une époque. Là, aujourd'hui, ils ne sont plus capables de le faire et vous vous retrouvez avec ce local-là et quel prix vous louez. Et c'est plutôt le prix en ville de taille moyenne. Moi, je considère qu'on est plutôt de l'ordre de 150 € le mètre carré, voire moins. Et après, là, entre professionnels, on parle beaucoup de prix au mètre carré, qui n'est pas non plus un commerçant, il regarde le loyer qu'il paye à la fin du mois. C'est ce que c'est 600 €, 1000 €, 2000 €, 3000 €, les charges comprises, on parle de hors charge. Et voilà, donc ces enseignes-là, finalement, on a très peu d'enseignes de prêt-à-porter dans notre patrimoine, dans les opérations qu'on fait, parce que quand c'est en vente, c'est déjà parce que la valeur a été créée, donc c'est pas fait pour nous. Donc vous avez vraiment une relation aux locataires ou aux commerçants très individualisée. On essaye avec, et ce qui est difficile parce que justement on est partout en France. Je veux dire, c'est 200 villes, c'est 200 adresses sur 60 villes, mais le plus possible. On essaye le plus possible. Ça pourrait être mieux. Belleville par exemple accompagne plus, mais après si on accompagne plus, le modèle économique est très compliqué. Mais c'est là où on essaye aussi aujourd'hui de plus acheter en région parisienne pour y aller plus souvent. Sur les foncières de territoire, dans le BP, il y a aussi un budgété, un temps de présence plus fort. Et par contre, avec le temps aussi, on arrive à mieux lire nos locataires, dans le sens où on comprend plus les modèles d'exploitation et de savoir ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe sans avoir besoin d'être là tous les mois. Une règle d'or que je trouve pas suffisante, mais qui est déjà beaucoup des acteurs de mon marché me disent comment tu fais, c'est d'aller au moins une fois par an voir chacun des locaux. Ouais. Et je vous dis, les gros acteurs immobiliers, moi j'ai acheté des centres commerciaux de proximité à des SCPI, ils n'avaient vu personne depuis 10 ans. Et pourtant, ça vit. Il y a des trous, il y a des manques, les commerçants ne sont pas contents et c'est normal. Voilà, on essaye de mieux faire. Vous n'avez pas développé des services pour les commerçants dans le cadre du cycle de location, quoi? On le fait très peu. Ce qui est très compliqué, en fait, c'est un commerçant, il est quand même assez indépendant. S'il s'est fait commerçant, c'est parce qu'il voulait être son propre patron indépendant. Il a sa clientèle à gérer. Donc quand vous venez sur le côté en disant « Ah tiens, tu devrais faire ça », en fait on l'embête. Au début, j'essayais, je le fais tout le temps quand même, je continue. Mais il a sa liberté et on peut le rapprocher de partenaires qu'on a ou qu'on a vu bosser, etc. On lui laisse la liberté de faire. Et je voulais à une époque quand je louais en disant prenez une mission avec telle boîte qui va vous aider à mieux développer votre projet. Et en fait c'était compliqué parce que si ça se passait mal, c'est nous qui étions responsables. Du coup on nous opposait aussi les loyers je les payerais pas parce que tu m'as mis la mauvaise personne dans les pattes. Et juste peut-être la connexion, sans dire qu'il y en a un qui était mauvais, l'autre bon, ou les deux étaient mauvais, mais la connexion s'est pas faite, ils n'ont pas réussi. Et ils viennent avec un modèle en tête auquel il faut qu'ils croient et on a tous nos manières de faire différentes. Et c'est pas à moi d'imposer mon modèle qui, si ça se trouve, moi je le ferais comme ça marcherait, mais lui, si c'est pas son modèle, ça va pas marcher. Et si je veux faire son modèle, lui, il sait le faire et moi, j'y arriverai pas. Donc on essaye de s'adapter, mais ce qui est important, je considère la communication importante. En période Covid, on a abandonné sur la première vague 45 jours de loyer à beaucoup de nos locataires, et on a demandé s'ils avaient besoin ou pas. Moi j'ai vu des bailleurs et des preneurs s'étriper sur les réseaux sociaux, et je comprends pas parce que quand on se met autour d'une table, on comprend les problématiques des uns et des autres. Et ça s'est bien passé, ça a renforcé nos rapports. Après, on rame un peu parce qu'ils se sont dit en fait quand ça va pas, on peut ne pas payer le loyer et nous derrière on galère avec nos banques à rembourser. Mais en tout cas, quand on vous entend, on comprend tout à fait le chemin que vous avez fait vers Belleville. Enfin, en tout cas, on comprend tout à fait pourquoi vous êtes engagé aussi dans cette initiative. Donc Belleville, c'est une foncière, en tout cas, vous nous en direz un peu plus, qui a été créée en 2019 et qui a été co-créée par 5 partenaire, je crois, vous allez nous en dire un peu plus aussi, et qui est en pleine croissance. Oui. Là, vraiment, on entend parler ça va plus fort, plus vite que de Vatou. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter la
foncière? En fait, là, sur tout ce que je viens de dire sur Devatou, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'avais en moi, mais qui ont été révélées par Belleville. Et j'ai appris beaucoup de choses de Belleville qui fait que Devatou aussi évolue dans ce sens-là. Donc, je suis conforté là-dessus. Et depuis quelques mois aussi, je sais que mon activité en tant que Devatou, c'est pas de continuer à faire du traditionnel. Je considère que je faisais pas n'importe quoi. Je disais souvent qu'on nous faisait de l'immobilier grâce à la finance comparé à ceux qui faisaient de la finance grâce à l'immobilier. Donc je me trouvais très très fort là-dessus déjà. Et en fait, Belleville, je me suis dit mais en fait faire de l'immobilier pour faire de l'immobilier, ça sert à quoi? Et Belleville en fait fait de l'immobilier pour porter des projets et accompagner. On a été retenu la deuxième année consécutive dans le top 50 impact qui est fait par CARE et dans la catégorie accompagnement de projet. Et ça, c'est marrant parce qu'au début, on se serait dit, on fait de l'immobilier, on n'accompagne pas les projets. En fait, si, je pense que notre cœur de métier, il est là, quoi. C'est de faire du projet local, d'accompagner le projet local. Et s'accompagner, c'est pas de faire nous-mêmes parce que, alors il y a des territoires où on est compétent, parce qu'on y a vécu, parce que voilà, on est chez nous et on sait faire, mais il y en a très très peu finalement. Et on considère que faut aider les autres à faire. Ils sont sur place, ils savent ce qui est nécessaire. On fait très très peu de projets en prenant un local ou un bâtiment et on me dit allez-y, faites quelque chose. C'est pas notre ADN. Notre ADN, c'est quelqu'un vient nous voir en disant j'ai vu le bâtiment, je sais que je veux faire ça, ça, ça. Mon exploitation d'aller ici, mais je sais pas le financer, je sais pas le réhabiliter, je sais pas convaincre potentiellement la collectivité de me faire confiance ou le propriétaire de me le vendre. Voilà, puis comment ça marche, un permis de construire, des normes ERP, etc. Et nous on arrive et on complète. Et alors soit on complète en achetant et en faisant et en mettant en location cette personne-là, soit en co-investissant avec. Soit en co-investissant avec et avec aussi la Caisse des dépôts à côté qui, de temps en temps, qui viennent nous chercher en disant on a un super projet, mais on aimerait bien avoir un acteur qui sécurise la partie immobilière et financière à nos côtés. Donc à chaque fois, c'est un montage ad hoc. Et c'est un montage ad hoc et ça, on y tient beaucoup. C'est très compliqué. C'est très très compliqué parce qu'on a 25 projets en cours qui sont vraiment concrets, promesses signées ou actes signés, travaux lancés, en exploitation, etc. On a 25 projets dans les tuyaux. Et à chaque fois, il faut qu'on se réinvente. Donc ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Mais c'est super riche et super intéressant. Mais on se dit, je pique la phrase de mes copains de Village Vivant qui ont eu la même expérience et qui ont dit, on s'est dit, ce serait bien d'arrêter de faire des premières fois et de commencer à faire des deuxièmes fois. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à creuser. Et je pense qu'en fait, dans la méthode, on commence à faire des deuxièmes fois. On commence à avoir aussi des retours d'expérience, ce qu'on a accompagné, ce qu'on a bien fait, mal fait. Ce qu'on n'a pas communiqué au début sur nos contraintes, nos besoins et qui ont pu créer des tensions et donc maintenant les règles, donc on arrive à mieux avancer. Par contre, la programmation d'un lieu, on fera jamais de deuxième fois la même chose pile poil, quoi. Donc, c'est pas nous, peut-être qu'on le fera dans 10 ans, mais c'est pas nous qui allons exploiter le lieu aujourd'hui. On s'associe souvent à l'exploitant, même dans l'exploitation. Mais c'est pas nous qui allons être derrière le bar à servir les bières, quoi. Donc c'est pas nous qui allons faire l'artisanat. Donc à chaque fois, ça doit être différent. Et c'est je pense, ce qui fait la grosse plus-value de Belleville aujourd'hui, cette capacité à écouter, comprendre, s'adapter. Oui, vous êtes ensemblier. On est pas mal ensemblier, ouais. Et moi, là où je me nourris là-dedans, c'est que j'apprends, ça fait 3-4 ans que j'apprends tous les jours. Et c'est les acteurs, on est beaucoup avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Oui. Qui vous êtes d'ailleurs. On est, oui, tout à fait. On est agréé ESUS et dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire, on y est. On est en société, on est en SAS. Ah oui, SAS, d'accord. On s'est pas mis en SIC parce que ça crée des tensions au niveau des financiers, financeurs. On peut pas faire comme en SIC, vous faites pas des obligations, vous faites des titres participatifs, donc vous enlevez une partie du marché qui peut vous apporter de l'argent. Donc il y a des questions de transformation. Par contre, toutes les valeurs de la SIC, on l'a. Lucrativité limitée, gouvernance partagée, c'est une personne, une voix. On est 5 fondateurs. Devatou avait plus de capital au début parce qu'il fallait rassurer tout le monde au niveau financier, parce qu'on a besoin beaucoup de finances. Mais en fait, on a toujours fonctionné une personne, une voix. Moi, je sais faire du commerce. Quand c'est les sujets des commerces, il m'écoutait plus. Quand c'est du logement social, c'était Adrien qui venait du logement social qui l'écoutait plus. On a Alexandre qui a fait des gros projets immobiliers, des gros ensembles de bureaux, qui sait monter des projets. Donc à ce moment-là, c'est son rôle. Jérémy qui est un entrepreneur social très fort, qui a fait beaucoup de projets, qui a été aussi ambassadeur du mouvement Impact France. Donc qui est très 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 pointu et précis sur l'impact et de manière globale. Il a une vision
globale des choses, moi j'apprends tout le temps au quotidien de ces trois-là, plus François qui est architecte. Ouais, vous êtes très complémentaires. Et en fait, et du coup, on a une capacité à travailler sur du logement, sur du commerce, sur du bureau. L'activité, c'est pas si différent. On sait faire du bureau et du commerce, l'activité n'est pas si différente que ça. On sait faire du court terme, même si on en fait peu. Acheter, faire travaux, revendre, c'était le métier de mes associés. Moi, j'en ai fait un peu. On sait détenir sur le long terme, on sait monter des crédits beaux, des financements long terme classiques, etc. Donc, on a toute la boîte à outils. Aujourd'hui, on est une petite trentaine. Donc en 3 ans, c'est gigantesque, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le modèle économique, c'est-à-dire voilà, et la rémunération, vous avez parlé de rémunération limitée, etc. Voilà, parce que quand même, on voit la difficulté à sortir des opérations quand c'est situé sur des sites quand même contraints, en renouvellement, enfin... On voit la difficulté, on entend aujourd'hui les promoteurs immobiliers qui disent on ne sait pas faire quand même. Voilà. Donc comment vous faites, vous? Alors, je vais donner des leçons. Si vous êtes promoteur et que vous écoutez, c'est à prendre avec beaucoup de recul. Mais alors déjà, on considère qu'on a le même modèle que les promoteurs, que les autres acteurs. Il y a quand même ce fantasme qu'il faut couper chez les gens qui ne connaissent pas l'ESS. C'est que c'est économie, donc il faut de l'économie, et que la seule différence, c'est que l'argent, il remonte de manière limitée auprès des associés. Sur Belleville, on a coupé encore plus que ça, c'est qu'on ne prendra pas de valeur sur Belleville. On prendra un peu de valeur sur l'argent qui a été mis au début. On a des frais d'émergence aussi, de tout le temps, l'énergie, l'argent qu'on a mis, avec un petit TRI dessus, mais qui correspond à des TRI aussi de l'ESS. Mais si la boîte vaut des dizaines de millions d'euros dans les années à venir, nous, ça, on ne touchera pas. Donc ça, c'est la grosse différence. Mais par contre, il faut que la boîte, elle soit rentable. Et en fait, alors, je donne des chiffres un peu au pif, mais je pense que je suis pas dans la vérité. Une opération d'un promoteur, la marge, c'est 15%. Sur les 15%, il faut qu'il paye sa structure et il faut qu'il paye ses investisseurs. La marge nette, c'est 8, quoi. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Et j'ai eu Ruffin dit qu'en 80, un salarié bossait 1 semaine pour les investisseurs. Aujourd'hui, il bosse 4 semaines. Je ne sais pas si chez une boîte de promotion, on est sur la même tendance, mais c'est possible. La différence qu'on a, c'est que sur l'opération, il faut qu'on fasse notre marge, pareil. Il faut qu'on paye la structure. Nos structures, je pense, c'est potentiellement, je vais dire plus cher, mais je ne suis pas sûr. On a des coûts supplémentaires sur la concertation, la recherche d'impact. On a une équipe impact qui fait de la recherche et développement. Par contre, là où on gagne de l'argent, c'est qu'on n'a pas d'équipe de marketing et de communication, très peu. Communication, on a une personne qui fait un peu la com. Communication. Ouais, alors ce qui est chouette, c'est que c'est quelqu'un qui est une partie de la communication est faite par quelqu'un qui est dans une ferme de permaculture en Californie. Voilà. Et donc, on passe pas énormément de temps, mais je pense que si elle est chouette, c'est parce qu'elle est vraie et conforme et sincère, ouais. Et on se retrouve bien dedans. Et c'est vrai que moi j'apprends beaucoup de choses sur la communication, j'en ai fait aucune sur 2 à tout. Mais nous, je pense qu'on dépense beaucoup. On a des budgets bien moindres là-dessus, on n'a pas de frais de représentation. On paye pas des places à Roland-Garros, etc. Je dis pas que c'est mal de le faire, j'en ai profité et je l'ai fait aussi. Mais voilà, si on veut être cohérent, faut être sobre. Et derrière, ce qui reste pour les associés, alors nous associés ou investisseurs, on n'a pas. Par contre, on a levé des fonds, on a levé 8,5 millions d'obligations depuis la création de Belleville, avec des rendements qui varient entre 5%. Là, le max qu'on a, c'est 7%. Mais le 7 peut redescendre à 5,5 si on remplit les critères qu'on a vendus, donc d'impact. Donc on a des critères qui ont été mis en place et d'accord avec les investisseurs. Donc avec vous avez développé vous-même. On a fait, alors c'était un travail fait ensemble, les indicateurs, on les a travaillés ensemble parce que nous on en avait mis, 50, ils nous ont dit il y en a trop. Ok, comment on est efficace et même nous finalement ça nous a aidé à être plus clair dans ce qu'on voulait faire. Et aujourd'hui sur les projets qu'on a, on sait qu'on va cocher les cases. Et c'est pas que cocher les cases, on va faire. donc en fait, ça nous coûte 5,5%. Mais la levée de fonds, le match externe, nos fonds propres moyens, on considère qu'ils nous coûtent 7% en gros. Parce que même quand on lève 5% chez l'ITA, crowdfunding grand public, il y a des frais de structure, de plateforme, etc. Donc ça nous coûte 7% en moyenne. Donc il faut que nos fonds propres nous apportent les 7%. Donc vous retrouvez le modèle finalement pas loin des promoteurs. Oui. Donc voilà, ce fantasme de dire on n'a pas de modèle économique, juste
Non, la seule différence, c'est la rémunération. Et c'est la rémunération, on est sur des salaires moindres que dans le marché immobilier, mais qui payent très cher. Alors ce qui est marrant, c'est que pourquoi ils payent très cher aussi parce que quand vous êtes cadre dans une grosse boîte comme ça, vous avez envie aussi d'avoir un bel appartement, que si vous habitez Paris, ça coûte très très cher. Et en fait, pourquoi ça coûte très cher? Peut-être parce que la promotion est chère et donc le cercle est horrible. Et pour revenir aussi à comment on fait des opérations, en zone tendue, il y a zéro problème de faire des opérations aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui, il y a un problème, c'est que les prix de l'immobilier ont monté énormément. La fabrique de la ville a fait ça et comme les taux sont pas les mêmes, que les coûts de fabrication sont plus élevés, vous avez fait un BP avec des données et les données changent et là c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est dur. Par contre, ce qui va se passer, c'est que la charge foncière, les prix vont forcément baisser. Vous allez retrouver le modèle. Vous pensez que la charge foncière va baisser avec les effets ZAN, etc. Oui. Après, les BP de promotion vont changer. Mais ce qui est assez étonnant, si vous voulez, quand je vois moi des BP de promotion, c'est là où je suis pas promoteur et donc il y a des choses que je vois pas et que je dois pas comprendre. C'est que le montant de la charge foncière représente pas une part importante finalement des opérations. Alors je me mets en deuxième couronne parisienne. La charge foncière, elle est entre 200 et 500 euros le mètre carré quand vous vendez autour de 5 000 euros le mètre. Quoi. Ou 4 000, on va dire 4 000 hors taxe. Donc ça fait 10%. Vous passiez de 500 à 300 euros ou de 500 à 700. Est-ce que ça change le bilan économique? Je suis pas sûr. Enfin, ça le change. J'avais en tête que les charges foncières, c'était beaucoup plus élevé. En première couronne, 50%. Oui, le gros problème qu'on a aussi, c'est là pour le coup, c'est les promoteurs subissent, c'est que il y a un phénomène aussi beaucoup d'avoir votre foncier par des concours qui prennent énormément de temps. Vous êtes sur une départ, vous êtes 20, donc vous avez une chance sur 20 de gagner. Vous faites énormément de boulot, vous faites bosser des archis, des bureaux d'études, etc. Ça peut coûter cher. Et ça, vous gagnez une fois sur 20. Et donc, il faut l'amortir sur la fois où vous gagnez, il faut que vous amortissiez les 19 autres. Et là, votre modèle, du coup, fait que je pense que globalement, ça coûte cher. Mais si on isolait tout ça, s'il n'y avait pas ces trucs-là, je pense que les modèles seraient différents. Et aujourd'hui, les aménageurs, les villes et compagnies essayent de faire des concertations plus réduites, aussi de donner des cadres plus clairs qui évitent de partir dans tous les sens. Et quand je dis partir dans tous les sens, de devoir travailler énormément pour choisir trouver des solutions. Donc je pense là on est sur une phase d'instabilité, il y a un déséquilibre, mais toujours au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, on va retrouver un équilibre. Et par contre la difficulté c'est sur des petites villes où vous avez le prix de l'immobilier à 1500, 2000, 2500 euros le mètre carré. Si vous voulez bien construire, bien réhabiliter, ça coûte plus cher que le prix de l'immobilier. Et là, c'est compliqué. D'où les opérations Action Cœur de Ville, etc. Parce que sinon, on n'arrive pas à... Le fonds Friche a été un super outil, il a fait beaucoup de choses. Compliqué à mettre en place quand vous êtes privé, mais nous, on a réussi sur des opérations. Vous avez marché sur le fonds Friche? Fonds Friche, on a 3-4 opérations, et qui nous ont... Avec Belleville, hein. Avec Belleville, oui. Et qui nous ont, entre guillemets, sauvés, ou ont permis d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on voulait faire. L'effet levier qui a fonctionné, quoi. Mais parce que Belleville, sur ce sujet-là, et là on revient au truc, c'est quels sont tous les outils économiques qu'on a, et y compris les contraintes, pour faire notre projet. Et en fait, si on avait eu un peu moins d'argent, peut-être qu'on aurait fait différemment, peut-être qu'on aurait été moins exigeant sur la transition environnementale, pour pouvoir tenir des loyers bas aussi. On a toujours ces équilibres qui ne sont pas simples à trouver entre le social et l'environnemental. Voire très complexe, j'imagine. C'est ambivalent, ouais. Si vous isolez très bien un bâtiment, ça coûte cher. Donc il faut que vous ayez des loyers un peu plus élevés. Donc socialement, c'est compliqué. Et ce qui est amusant, c'est que quand on revoit les entreprises de l'ESS, on était chez Envie, le labo dans le 20e ce matin, toutes les entreprises de l'ESS ne peuvent pas concevoir de faire de l'insertion sociale sans traiter la dimension environnementale. Il y en a beaucoup, on disait, elles travaillent boîte d'insertion, qu'on dit, moi je fais de l'insertion, etc. On avait mis de ça de côté et naturellement elles sont rattrapées par ça, quoi. Et donc c'est un succès global, moi ce que j'appelle, où quand vous rentrez dans ce monde-là, moi j'apprends, pareil, j'ai beaucoup appris, je me suis rendu compte que, voir que par un aspect du problème, vous passez à côté de beaucoup de choses, quoi. Est-ce que pour conclure, pour terminer, vous pouvez nous décrire un peu une des opérations emblématiques de Belleville, celle que vous souhaitez, et nous la décrire de manière très concrète, pragmatique, comment elle s'est déroulée, les succès, les limites, voilà.
Alors je vous en fais deux, je vais vous faire une très courte. Donc je parlais d'Envie ce matin. Donc c'est lui qui l'a présenté comme ça, donc je me permets de pouvoir le redire. On a acheté un bâtiment où Envie était locataire depuis 10 ans. Donc il a déjà payé le bâtiment une fois par ses loyers quelque part, mais il était locataire. Payé 160 000 € de loyer, plus la TVA, donc plus les charges, on était pas loin des 200 000 €. Et ils se sont dit, en fait, c'était plus viable dans la durée, donc il fallait qu'ils trouvent une solution, donc on s'est rencontrés. Et on a dit, non, en fait, pour rester dans ce bâtiment-là, ou en tout cas pour tourner, il faut qu'on ait un loyer à 100 000 €. Et nous, on a regardé, on s'est dit, ok, comment on fait? Et on a réussi à faire une négo avec les propriétaires en disant que vous avez déjà gagné. En fait, le bâtiment, ils vous l'ont déjà acheté une fois. Nous, on achète le bâtiment, on est finançable, Envie n'était pas finançable. On l'achète 1,1 million, plus les frais, on était autour d'1,2 million. Et on s'est dit, 100 000 € de loyer, on ne met pas de TVA, parce que là, on avait la possibilité, on perd un petit peu, mais fiscalement, de ne pas mettre de TVA. Et donc, on part sur un loyer à 100 000 € pour 1,2 million. On a mis un financement en face, ça tourne. Et cette économie de 100 000 € par an leur a permis de lancer le développement, d'améliorer le labo Envie dans le 20e, que je vous invite à aller voir, de recruter, de se développer, etc. Et nous, le modèle éco est très simple, très basique. Voilà. Donc ça, c'est une des premières opérations qu'on a faites, très lisible. Une autre, là, qui est plus complexe, donc c'est la cartoucherie dont je parlais, tiers-lieu de 13 000 m². On est associé avec deux acteurs, je dirais privés, c'est des indépendants. Gilles Jumer qui fait la culture et donc un fort acteur de la culture à Toulouse et qui était même national. Donc il va s'occuper de la salle de spectacle. Thierry Monassier, qui est quelqu'un qui a créé plus de 100 restos, donc un expert dans le domaine de la restauration, qui aide à monter la partie restauration. Donc on aura 30 restaurants ou stand alimentaire, donc du produit brut, mais qui sera aussi un petit peu transformé. On a UCPA et The Roof, donc une salle d'escalade, et donc The Roof et UCPA avec des salles de squash, salles de fitness et des cours collectifs. Et finalement, et donc Belleville et Devatou qui viennent sur la partie immobilière et qui même pendant un temps, Belleville portait le coworking, et on a créé une SIC aujourd'hui avec tous ces acteurs-là, plus d'autres qui sont venus agréger de l'écosystème, Bleu Citron. Vous avez aussi l'Altropisme de Montpellier, voilà, d'autres acteurs qu'on a mis et qui viennent compléter la programmation. Donc on est avec une SIC et qui va porter le coworking. Donc c'est un projet très divers, très varié, qui a mis au cœur du système la transition environnementale et sociale. Le bâtiment a été fait par les exploitants et donc pour eux sur mesure. Normalement, en immobilier, vous faites un bâtiment, vous cherchez vos exploitants derrière. Donc derrière, le truc, il n'est pas bien fait, ça ne marche pas. Tout le modèle économique a été fait pour ça. Donc avec un modèle de restauration, on a des loyers assez très forts même. Mais sur le modèle on voit les autres food courts, ça doit fonctionner. Et qui permettent d'avoir des loyers beaucoup plus faibles sur tout ce qui est culturel, social, de créer des espaces disponibles pour un centre social, pour des associations. La salle de spectacle aussi, qui va être 500 places assises, 800 places debout. Qui est gérée par qui? Et qui sera géré en partie par Gilles Jumer et qui va l'objectif, il a regroupé autour de lui aussi des acteurs pour passer le flambeau à terme. Et Gilles est esprit ultra collaboratif partout. Même Thierry a construit l'équipe locale pour aussi pour passer la main, parce que Thierry est à Paris, il peut pas être à Toulouse tout le temps, donc il a construit cette équipe-là. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec aussi dans le projet qui est très fort, c'est que les associés fondateurs, l'objectif c'est qu'à terme, on n'ait plus besoin de nous, et qu'on passe la main, et qu'à terme, qu'on se retrouve dans une pièce avec les salariés, c'est les salariés qui font tourner ce truc au quotidien, donc c'est eux qui ont raison. Plutôt que d'aller voir ce qui se fait dans les modèles habituels, le président ou le fondateur ou l'investisseur en disant qu'est-ce que je fais. Là, en fait, on veut inverser le truc. Alors, c'est pas simple, parce que c'est pareil, quand vous perdez votre place d'associé fondateur, c'est pas toujours simple, même pour eux, et pour tout le monde, quoi. Quel positionnement j'ai, la place qu'on a dans un projet, c'est super dur à mesurer. Mais très beau projet, ouverture le 8 septembre. D'accord, oui, voilà. J'avais en tête que c'était un peu plus... avec des travaux qui ont duré 1 an et demi, fait avec Redman en promoteur. Contrat de promotion immobilière fait par Redman. Et sur les difficultés, ça a été compliqué à financer, parce qu'au début, quand Devatou est pas là et Belleville est pas là, en fait, c'est ce projet-là qui me fait rencontrer les 4 autres, qui fait qu'on crée Belleville. Et Devatou, finalement, vient quand même dans le projet, parce qu'il y a un moment, il y a eu besoin de prendre la place d'un des associés, Sylvain Barfetti, qui
qui a fait un énorme boulot dessus, mais c'est un boulot c'est un projet qui a épuisé beaucoup de personnes et la partie immobilière, là, vraiment c'était épuisant et bon, il a dit je préfère passer la main. Donc combien de temps de projet en fait? 7-8 ans. Ah oui. Moi je suis rentré en 2017 dessus, fin 2017. Et la mairie avait fait un appel à projet en 2015, ils ont retenu les équipes en 2016. Je rentre fin 2017, je travaille le financement jusqu'en décembre 2019, Covid, on arrête tout. On a les accords de financement quand même fin 2020, problème avec le promoteur finalement qui c'est de la réhab, il faisait du neuf, il a dit si on peut faire autrement. On remet 6 mois à remettre la machine en marche. On a la Caisse des dépôts qui rentre, qui s'associe, qui est un super associé en général et sur ce type de projet encore plus. Et on attaque les travaux en juillet 2021. On ouvre 500 mètres carrés en face en pied d'immeuble neuf, qu'on a créé les 500. Ça, je vous invite à aller le voir. Si vous êtes toulousain, il faut y aller et regarder. C'est un projet avec on est en fait un mini à cartoucherie sur 500 mètres carrés. De la bouffe, une épicerie, espace associatif, nos bureaux. Et là, ouais, donc là, on avance, mais de 2015-2016 jusqu'à 2020, 2021 même, c'est que les fondateurs qui étaient là, plus une ou deux personnes. Je pense à Cécile et à Louise, par exemple, qui ont beaucoup apporté, mais c'est très, très dur à porter, quoi. Et là, depuis aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes sur le projet, et on va être 200 à terme, quoi. C'est 200 emplois, c'est un projet incroyable. Et aujourd'hui, ce qui a été difficile, c'est justement pour des collectivités, pour des financeurs, c'est de faire confiance à un collectif qui, on se demande ce qui va se passer, quoi, si ça marche pas, est-ce qu'ils vont pas essayer de faire finalement de garder. Il y a eu 2 ans de préfiguration qui ont été super, mais si jamais c'est pas financé, est-ce que le collectif il va pas se mettre de travers et créer des problèmes avec la mairie si demain on peut pas financer, en fait on fait le financement, on n'arrive pas à rembourser les crédits. Est-ce qu'on fera pas une campagne de presse en disant les banques elles sont méchantes parce qu'elles nous demandent de payer le crédit et ce qui est pas du tout le cas finalement d'aujourd'hui de l'ESS. On a ces images de l'ESS, mais on est dans le même monde, quoi. Donc on le sait. Mais il faut le comprendre. Il faut la confiance. Donc c'est là où un Belleville, un de Vatou un petit peu, mais beaucoup Belleville, vient donner de la confiance et aller dans le sens inverse au niveau du collectif quand on vient. Faut leur faire comprendre les contraintes qu'ont une personne dans une collectivité, un banquier, quelles les garanties dont il y a besoin. La Caisse des dépôts voulait qu'on ait un contrat de promotion immobilière pour pas avoir d'insécurité sur les travaux. Ça coûte de l'argent. Commun. Ouais, et ça, au début, non, ça va coûter trop d'argent. Ça coûte entre 1 et 2 millions d'euros. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est content de l'avoir. Hein, et Redman a fait un super boulot aussi, mais si on l'avait pas, potentiellement, ça nous aurait coûté plus d'argent. On a trouvé des solutions. Et donc faire comprendre que de l'autre côté, oui, c'est traditionnel, ça peut être capitaliste, mais en fait, il y a besoin Et moi, je considère que la puissance, et Belleville est le parfait exemple, la puissance et le changement se fera quand on mariera ce monde de l'ESS et ce monde traditionnel, et en trouvant les zones de convergence qui sont pas si éloignées que ça, quoi. Oui, c'est ça, la complexité de ce projet, en dehors de la complexité du projet en tant que tel, c'est que finalement vous expérimentez des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de faire. Ouais. Vous essayez de trouver des langages effectivement communs avec des acteurs qui ont plutôt l'habitude d'avoir un interlocuteur bien identifié et pas un collectif, etc. C'est comme ça que je me retrouve président du projet, à la demande de la Caisse des dépôts et des banques, et ce qui est beaucoup plus cohérent. Mais c'est vraiment et j'y crois beaucoup à ça, c'est qu'on a tendance, si on communique pas, à se dire ils sont pas comme nous, mais moi je me retrouve vraiment avec les pieds dans les deux mondes. C'est pas si différent. Oui, vous avez fait le lien finalement, parce que voilà, je pense que votre profil rassure aussi, c'est-à-dire vous avez les pieds, je suis capable de parler dans les deux mondes, exactement. Mais et après, il y a beaucoup d'efforts à faire dans le monde traditionnel. On est beaucoup dans le demain on fera. On se contente de peu. On veut voir que, encore une fois, la petite partie de l'iceberg. Moi, ce que je défends aujourd'hui. De s'adapter, enfin d'ajuster. On essaie d'ajuster, exactement. Sans changer le modèle. Alors c'est ce que je dis souvent. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais je vois moi qui ai 42 ans, je considère que je change. J'ai essayé d'adapter mon modèle, c'est ce que je faisais. D'ajuster.
Et en fait, ça marche. Faut inverser. Ça marche plus, quoi. Faut inverser et recréer. Les centres commerciaux aujourd'hui, ils ajustent avec un peu d'entertainment, de comme loisirs. S'ils étiraient le modèle. Ouais. Que ça on met un petit casse, patch, voilà. Et en fait, inverser le truc et repartir. Alors, on parle toujours de repartir par l'usage, etc. Maintenant, tout le monde utilise ça. Je considère que c'est pas encore fait à fond. Mais ça vient. Je suis d'un naturel optimiste. Vous y contribuez largement, des acteurs comme vous. Oui. Non, Belleville fait un boulot monstrueux. C'est ça, parce vous travaillez sur le projet, la complexité des projets, mais vous travaillez aussi sur le modèle, en fait, le changement du modèle, les pratiques, les liens, les passerelles entre les acteurs. Dans le modèle, on reprend, on l'a un peu piqué, mais c'est de dire, en fait, Belleville, l'objectif, c'est de tester, c'est de faire un labo, de pérenniser ce qu'on a pu tester et derrière que ça puisse être essaimé. Et pas, nous, on n'aura pas la capacité à faire, mais montrer que c'est possible, faites-le. Et après, de temps en temps, c'est là où on accompagne. Ce qui est très difficile dans notre situation aujourd'hui, c'est que quelque part, on veut éduquer les gros acteurs. Donc on aime bien parler avec eux, on essaye, mais que potentiellement ils voient que le partie émergée de l'iceberg. Ils disent on va regarder, on fait aussi, et finalement il manque beaucoup de choses derrière. Mais de plus en plus, les gens qui sont dans ces boîtes-là, ils ont l'envie et la conviction de faire, et il ne reste plus qu'à casser un tout petit peu le modèle pour le faire. Il y a du boulot, il y a énormément de boulot encore. Mais la tendance de fond est là, on le voit bien. Le seul problème, c'est que dans 10, 15, 20 ans, je pense que ce sera beaucoup mieux, mais est-ce qu'on a 10, 15, 20 ans? Et c'est ce que je reproche beaucoup au secteur, c'est quand vous les écoutez parler tous, j'étais comme ça avant, j'ai réalisé, c'est demain on fera, on va adapter nos villes, c'est que dans le futur. Mais concrètement, c'est en fait aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. C'est vraiment le demain j'arrête de fumer, quoi. Et généralement ça prend 10 ans, quoi. Non, c'est maintenant, c'est nécessaire. 3 mots-clés pour finir, pour définir la foncière Belleville. 3 mots-clés. Transmission. Alors j'aime pas ce mot-là, parce que quand on transmet quelque chose, déjà on nous donne son filtre et ses modèles, et on impose ses modèles quand on transmet en général. Ah, vous trouvez? Oui. Et alors je disais transmission, c'est un... Mission, j'aime bien. Je garde le mission, alors. Je dis ça et je crois, moi, à titre personnel, et je me retrouve dans la raison d'être avec Belleville, c'est inspiré. Et en fait, c'est de redonner ce que je reçois. On transmet dans ce sens-là, par contre. Oui, c'est ça. On peut transmettre tout ce que l'on est. Alors, ce qu'on a reçu. En fait, je ne veux pas transmettre ce qu'on est, mais transmettre ce qu'on a reçu. Ouais. Donc, on va garder transmission. On est convaincu. Non, c'est accompagnement. Je mettrais entre collaboration et écoute. Je pense que la grosse différence, c'est capacité à collaborer, à s'associer. Lien, interaction. Ouais. À faire des liens. Passerelle, ouais. On est passerelle et on est souvent même traducteur entre les mondes. Donc passerelle, ça fait beaucoup de mots. Hein. Ouais, on a dit 3, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais. En tout cas, vous m'avez convaincu. Super. Moi, je suis convaincue. Je vous remercie beaucoup. C'était passionnant. Merci, on va regarder merci de votre écoute. Comment vous évoluez, comment vous arrivez à concrétiser d'autres projets, d'autres acteurs et finalement contribuer très très activement à changer les modèles. On va regarder ça. Merci. Et chacun son modèle aussi. Chacun le tien. Bien sûr. Ouais. Et le langage commun, du coup, pour pouvoir faire et articuler les modèles. C'est ça. Merci Sébastien, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, à bientôt. C'était Citizen Vox, le podcast engagé pour la préservation des sols dans la fabrique de la ville. Retrouvez tous les épisodes sur citizen.fr. À très bientôt.